Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, du terrain et des enjeux. Aujourd'hui, nous serons plus près du terrain puisque nous serons dans les tribunes d'un stade les plus animés de France, l'Améno, le stade du Racing Club de Strasbourg, avec Grégory Vater, vice-président de la Fédération des supporters du Racing, surnommé par le quotidien France et l'équipe, le schizo de l'Améno. Et ce surnom, il le doit à son assiduité au match, à domicile comme à l'extérieur, 15 ans et combien de kilomètres ? Un peu plus de 400 000 là. 400 000, 10 fois le tour de la Terre. Tous ces déplacements, tous ces kilomètres, tous ces matchs, il nous en parle dans son livre 9 fois le tour de la Terre pour mon club, une ode à l'amour pour son club et au football populaire. Bonjour Greg. Bonjour. Pour cet entretien, je me suis adjoint les services de Tom, le très populaire Tom, qui était intervenu dans notre dernier podcast et qui nous avait entre autres parlé du supporterisme dans les petites divisions allemandes. Salut Tom. Salut Alex. Bonjour Greg. Bonjour. C'est parti. Avant toute chose, nous aimerions que tu nous expliques un petit peu ton parcours hors du commun. Puis nous pourrons aborder l'organisation des supporters dans leur ensemble avant que tu nous donnes un aperçu du mouvement ultra dont tu fais partie. D'autant plus que tu n'as pas le profil des gens classiquement hardcore suiveurs en France, qui sont souvent des gens qui vivent par et pour le football, qui sont un peu des monomaniaques perchés. J'en profite pour faire un hommage posthume à 2P de l'OM que j'ai eu le privilège de croiser. Donc c'est vrai que toi tu as une famille, que cette famille elle te suit, tu es chef d'entreprise et tu as réussi à intégrer cette passion et avec toutes ces contraintes dans une vie classique, somme toute. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, effectivement, moi j'ai vu mon premier match à l'Améno avec mon équipe de débutants, donc j'avais 6 ans ou pas tout à fait à l'époque. Ça a été tout simplement le Racing, déjà début des années 90, enfin même fin des années 80, inviter les jeunes de la région pour voir des matchs. C'est une très bonne initiative puisque ça a été mon premier match à l'Améno. Ça n'a pas forcément été le début de l'histoire ou de la grande histoire d'amour puisque c'est plutôt la saison 91-92, l'année du retour à Gilbert-Grèce et la fameuse année des barrages contre Rennes, avec un retour attendu depuis plusieurs années en première division sur un match aller-retour, une victoire 4-1 devant 35 000 personnes en liesse. J'avais 10 ans ce soir-là et je m'en souviens comme c'était hier. Et c'est vraiment ce match qui marque pour moi le point de départ de cette passion inaltérable pour le Racing. Ouais, non, t'es pas le seul. Moi aussi j'étais dans le stade pour le match contre Rennes. Et je pense que j'imagine difficilement pouvoir vivre quelque chose d'aussi incroyable. C'est même pas serré comme des sardines, c'était même pire. Moi, je me rappelle, mon copain était à côté de moi et à la mi-temps, avant la mi-temps, il a voulu aller aux toilettes. Il est revenu 45 minutes après. Quelle idée. Ouais, quelle idée, c'est ce que je lui ai dit. Mais en même temps, je préférais quand même qu'il y aille plutôt qu'il souille les vêtements de, au moins 10 personnes, même en faisant ça discrètement. Pour revenir sur ce côté, plus jamais revivre ça, j'avais perdu pendant très longtemps tout espoir de revivre une soirée comme ça. J'ai mis Strasbourg-Colomiers qui s'est pourtant mal fini, pas très très loin derrière, parce que le moment de la rumeur a quand même été complètement incroyable et le stade a basculé dans la folie ce soir-là. Et le Strasbourg-Lyon de fin de saison sur ce coup franc à la 94e, je le mets quand même tout de suite derrière en termes d'émotion. Ça n'a pas été aussi fou, aussi long et ça n'a pas duré des heures que Strasbourg-Rennes. Par contre, en intensité, ces 5 dernières minutes, elles ont été hors du commun. Ah oui, parce que finalement, ce match, c'était le match qui a permis au Racing de rester en Ligue 1. C'est vrai qu'on avait beaucoup attendu ce moment, le moment du retour. On va en parler tout à l'heure. Le Racing a failli mourir, enfin, il est pratiquement mort. Il est même officiellement mort. Il était cliniquement mort. Et c'est vrai qu'on imaginait difficilement pouvoir aussi rapidement revenir à ce niveau-là et puis pouvoir y rester parce que c'est vrai qu'avec la relégation, la MLS ne connaît pas la relégation et
je le regrette un peu parce qu'évidemment, c'est un risque, mais c'est aussi une source de bonheur et de tristesse. C'est une source d'émotion, et Ouais. le foot c'est des émotions, et c'est un peu tout ce qu'à titre perso je peux reprocher au sport nord-américain au sens large, c'est qu'on est sur un système qui favorise encore plus le business que chez nous. On finira peut-être par y arriver pour mon plus grand malheur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on vit nos plus beaux moments parce qu'on est passé par la 5e division. Et ça, clairement, dans un système de franchise, on n'aurait jamais connu ces émotions, aussi bien négatives que positives, quoi. Tout à fait. Et donc, ouais, tu parles beaucoup des émotions, du fait que ça va au-delà du football. Et du coup, là, on a parlé pas mal de la méno, mais tu fais aussi beaucoup de voyages, c'est ça qui a donné lieu à ton livre. Et du coup, on dit parfois que finalement le voyage est plus important que le but du voyage, c'est-à-dire peut-être le voyage est plus important que le match. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le fait de voyager, est-ce que c'est plus important finalement que le match que tu vas voir C'est un tout, parce que aujourd'hui, pendant des années, on a dit que le moment le plus pénible du déplacement, c'était 2 heures de match. Et c'était vrai, en fait. C'était une boutade, mais c'était vrai. À côté de ça, j'ai aucune motivation pour aller faire un week-end quand il n'y a pas de match, pour aller passer 3 jours quelque part, quoi. Ouais. Tout ça ne trouve son sens que parce qu'au milieu du week-end, il y a le match. D'accord, donc c'est quand même un tout, même si le voyage a quand même aussi... Le voyage est important, l'aventure, les anecdotes, les relations humaines, elles se bâtissent pendant le voyage, pas pendant le match. Oui, le voyage est important. Oui, le match peut être complètement secondaire, mais aussi secondaire soit-il, s'il n'y a pas le match, il n'y a pas le voyage, et il n'y a pas tout ça ça tourne quand même autour du match. Oui, c'est quand même la destination à atteindre. C'est ça, et comme dit, aller passer 3 jours quelque part, s'il n'y a pas un match au bout, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même intérêt, ça ne se construit pas de la même manière, ça ne sera pas dans le même contexte, pas avec les mêmes personnes, pas avec la même diversité de personnes. Parce que le foot et les déplacements, c'est ça aussi, c'est une grande aventure humaine à chaque fois. Et un simple voyage peut évidemment aussi être une aventure humaine et une aventure tout court. Sauf que le foot crée un contexte propice et récurrent et particulier pour ça. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou une ou deux anecdotes rapides de voyage, les trucs les plus fous à 12 dans un J9 Ah non, moi j'ai jamais... pour durer, il faut être prudent, il faut être sérieux. 12 dans un J9... je vais pas dire que j'ai jamais fait quelques kilomètres dans un coffre de voiture en Corse parce qu'il n'y avait pas le choix, mais c'est sous la contrainte et c'est pas une décision de départ de déplacement. Moi je dis toujours mon meilleur souvenir de déplacement, c'est la Bulgarie. On est parti à 19 à Bulgarie, quasi 2000 km de chez nous. Une année où le Racing était dernier en championnat mais brillait en Coupe d'Europe. Donc là aussi, quand on parle d'émotion, on avait à boire et à manger cette année-là, mais ça rendait le tout que plus intense. Et 3 jours à Sofia, un aller-retour à Lovech pour voir le match. Les 19 présents étaient tous membres des UB90, avec des gens que j'apprécie plus ou moins à titre personnel, mais quelque part, je pense qu'on garde tous ce souvenir commun qui quelque part nous lie encore 12 ans après. Voilà, il y a ceux qui étaient à Lovech, quoi. Voilà, il y a ceux qui étaient à Lovech, exactement. Et tu parles beaucoup d'aventures humaines dans le football. Est-ce que tu as réussi à avoir des relations de même intensité en dehors du football, ou est-ce que c'est vraiment unique ce que tu peux vivre avec les autres Moi aujourd'hui, pour assouvir ma passion de cette manière-là, j'ai tout construit autour du foot. Donc non, je n'ai pas ça en dehors du foot, puisqu'aujourd'hui j'ai rencontré ma femme au Racing, mes enfants grandissent au stade. Mais je n'ai plus que des amis qui vont au Racing parce que par la force des choses je me suis éloigné des autres, puisque quand on est tous les week-ends au stade sur la route, forcément je me souviendrai toujours de cet ami du collège qui m'a invité à ses 20 ans et je lui ai répondu que j'allais à Guingamp, quoi, à une époque où personne ne savait où était Guingamp sur une carte, quoi. Donc c'est un choix de vie qui fait qu'au final tout tourne autour du Racing pour moi aujourd'hui. Professionnellement c'est d'ailleurs la même chose, le Racing fait partie de mon projet professionnel, en ce sens que je travaille dans une entreprise familiale qui a une quarantaine de personnes et on est 15 ou 16 abonnés au Racing, quoi. Donc le Racing fait partie de ma vie à tous les niveaux. D'accord. Comment tu arrives à organiser ta vie en fonction du Racing pour tes contraintes professionnelles et aussi tes contraintes familiales, Ça, je réponds toujours un peu à la phrase que j'aime bien, c'est que la vie est une question de priorité au singulier. Donc d'abord je pose le Racing et je construis le reste autour, en fait. Et ça fait 20 ans que je fais ça, et donc ma vie s'est construite comme ça. Il était hors de question pour moi de quitter Strasbourg pour les études. Il était hors de question pour moi de me construire un mode de vie où je pourrais pas aller au Racing.
Et donc, j'ai fait tous mes choix en conséquence. Et voilà, ça. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est simple, mais non, ça a été des choix difficiles à assumer. Ça a été voilà, j'ai raté des événements familiaux, j'ai perdu des amis, j'en ai fâché d'autres. Parce que j'ai fait mes choix, voilà, j'ai choisi, je l'assume. Après, de toute façon, les gens qui nous acceptent pas comme on est, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Après, voilà, j'ai pas fâché grand monde, j'ai pas vécu de drame non plus. Il faut relativiser, mais voilà, mes choix et mes priorités n'ont pas toujours été bien perçus sur l'instant. Mais aujourd'hui, 20 ans après, le résultat, c'est que c'est effectivement aujourd'hui peut-être devenu facile, mais ça n'a pas été facile d'en arriver là, quoi. Est-ce que du coup, tu as des gens de qui tu t'es éloigné, qui petit à petit ont mieux compris ton choix et sont peut-être revenus vers toi ou... Non, j'ai pas d'exemple particulier. Après, il y a quelques personnes qui m'ont recontacté suite à la sortie du livre et la com qu'il y a eu, donc quelques échanges sympathiques et tout à fait cordiales, mais pas non plus des amis particuliers que j'avais perdus et de qui je me suis de nouveau rapproché. Non. D'accord. Donc toi, tes enfants, ils te suivent dans tes déplacements. Le boulot, il est organisé en fonction des déplacements, en fonction des... Ce qui est aussi compliqué parce que finalement en France, très souvent, les matchs ils sont décalés. Donc on pensait que le match c'était samedi, non, c'est plus du tout samedi, c'est dimanche ou je ne sais quand. C'est la contrainte la plus forte aujourd'hui quasiment pour organiser ma vie. Effectivement, c'est ces décalages de 3 semaines avant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que 2-3 semaines après, tu connais la date exacte, 2-3 semaines avant le match, c'est ça. Et donc, c'est gênant en termes d'organisation et c'est gênant en termes de coût parce que forcément, on est toujours tout au plus cher quand on doit s'organiser 2-3 semaines avant, comparé si on pouvait réserver son train 2 ou 3 mois à l'avance, quoi. Donc, c'est cette double contrainte imposée par les instances et la télé, quoi. Voilà. Donc, tes enfants, ils te suivent au stade, donc quel que soit l'endroit et la saison. Tout à fait. Et parfois même le mauvais endroit dans la mauvaise saison. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on fonctionne comme ça et mes 2 enfants vont très bien, donc c'est qu'on n'a pas dû faire n'importe quoi quand même. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est que finalement, tu as réussi aussi à organiser, puis c'est organisé. Les enfants, ils sont bien. Ils sont bien habillés, ils ont leur bonnet. Ça sera l'objet de mon second livre qui est en préparation. C'est que justement je veux continuer à tordre le cou à des clichés. Le premier, c'était de montrer qu'on pouvait être un ultra actif, investi et en tirer des tas de bonnes choses. Voilà, je le développe pas mal dans l'intro du premier livre. C'est que moi, ma formation de management, ma formation de gestionnaire, ce que j'ai appris en termes d'achat, en gérant des gadgets, en termes de vente, en termes d'écriture aussi, puisque je participais à la rédaction du fanzine en faisant des comptes rendus de déplacement. Toutes ces compétences, moi, j'ai pas fait d'études particulières. Et j'ai appris bien plus au sein des associations de supporters qu'ailleurs. Donc ça, c'était clairement quelque chose un des messages que je voulais faire passer dans le premier livre. Et là, aujourd'hui, clairement, quand j'arrive en hiver avec mes 2 poussettes, les gens, ils ont envie d'appeler la DAS, hein, je le vois dans leur regard. Hein. Ouais, l'aide dans l'enfance. Après, l'aide à l'enfance, effectivement, pour traduire pour nos amis québécois. Mais et clairement, j'ai eu des altercations à la fouille. On a mal parlé à ma femme un jour parce qu'il faisait froid et qu'elle traitait ses enfants de manière indigne. D'ailleurs, je pense que ça fera bien rire nos amis canadiens de savoir que les gens sont scandalisés qu'on puisse sortir un bébé par 0 degré. Ça n'a jamais dû leur arriver, j'imagine, à Montréal. Et donc voilà, tout est toujours relatif. Les enfants en Scandinavie survivent, les enfants au Canada survivent, et mes enfants survivent à passer 2 ou 3 heures dehors quand il fait froid. Il faut juste les équiper en conséquence. Et l'objet de ce second livre, c'est justement un peu ça, c'est tout l'aspect familial qui a pris une nouvelle place dans ma passion en fait depuis 4 ans maintenant, bientôt 4 ans que j'ai des enfants, avec un enfant d'abord, un deuxième aujourd'hui, avoir pu continuer, qu'est-ce que ça implique, mais aussi toutes les bonnes choses qu'en ressortent mes enfants aussi aujourd'hui. Alors eux, c'est sûr qu'ils apprennent pas le management et ils apprennent pas à gérer des publications. Par contre, moi, quand j'entends des parents dire que leurs enfants dorment pas ailleurs qu'à la maison, je rigole, quoi. Moi, mes enfants, ils sont sur la route tous les 15 jours, ils ont pris le train, ils ont pris l'avion, le bus, le tram, le bateau, du ferry pour aller en Corse, à la navette fluviale pour traverser la Loire à Nantes. Ils visitent des tas de parcs, il y a des aires de jeux différentes tous les 15 jours quand on passe des endroits et qu'il fait beau. Et voilà, et je pense que quelque part, c'est peut-être des petits déplacements, c'est des petits voyages, ils sont pas en train de découvrir le monde.
Par contre, ils acquièrent quand même cette culture de l'adaptabilité. Et pour moi, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est de savoir s'adapter, en fait. Et je pense que là, je suis en train de leur inculquer cette notion d'adaptabilité, aussi par le Racing et le football. Et je pense que ça leur servira grandement plus tard. Évidemment. On va revenir au Racing, qui est aujourd'hui en Ligue 1, qui a connu des heures sombres, mort cliniquement, comme tu le dis si bien, et qui est reparti au niveau amateur. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à expliquer le niveau amateur. Enfin, ils vont jouer contre pratiquement le village d'à côté. Et moi, j'ai une anecdote. J'ai vu un reportage sur France 3, je sais pas si tu as déjà vu, où ils expliquaient que, dans les heures les plus sombres, il restait un entraîneur, quelques joueurs, et il a fallu recruter des nouveaux joueurs. Donc, l'entraîneur a réfléchi et il s'est dit, je veux prendre des gens qui ont un niveau un peu supérieur au niveau auquel on va jouer. Mais je sais que le projet que j'offre, c'est-à-dire pas grand-chose, peut-être un stade et encore c'était pas vraiment sûr. Bon, une grande ville, ça oui, t'es certain. Enfin, à part la ville, il avait pas grand-chose à vendre. Donc, il a sélectionné un certain nombre de joueurs qui venaient d'endroits qui étaient, a priori moins agréables que Strasbourg. Il les a fait venir à la gare, tous à la même heure, et il a demandé à un de ces jeunes joueurs cette chose. Il leur a dit, va les chercher à la gare. Tu leur fais prendre les transports publics, le tram, et vous allez boire un verre à tel endroit. Là, tu leur expliques un peu le projet, la ville, et tu reviens avec eux, et après, moi, je les prends en charge. C'est ce qui s'est passé, il les a amenés, ils ont bu un coca sur une belle terrasse, ils sont revenus, le topo a été fait, les joueurs étaient a priori très contents, ils sont partis avec plaisir, et certains ont signé. La conclusion auquel je voudrais arriver, c'est il a évidemment demandé aux joueurs son ressenti. Et le joueur a dit, c'était simple, au début, ils étaient contents d'être là sans plus. Et puis après, quand on s'est installé à la terrasse, qu'ils ont vu les gonzesses, ils étaient beaucoup plus motivés pour signer. Donc toi, finalement, maintenant qu'on a fini avec cette petite anecdote, quelle différence est-ce que toi tu as vu entre le monde pro et le monde amateur en ce qui concerne l'ambiance, les voyages et dans l'accueil dans les stades? Bon, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce qui était difficile, c'était pas d'être dans le monde amateur. C'est les années qui ont précédé le monde amateur. Puisque le jour du dépôt de bilan, le 22 août 2011, c'était une journée horrible. Le Racing mourait dans les tribunaux et c'était pas sa vocation. Mais derrière, un nouveau projet naît, l'espoir renaît, et on attaque le monde amateur et reconstruction allégé d'un fardeau terrible et plein d'envie. Donc déjà, il faut voir que l'état d'esprit au départ, le monde amateur, il est extrêmement positif, il suit des années extrêmement difficiles et des années de combat, puisqu'on s'était investi fortement pour faire partir les dirigeants de l'époque, avec nombre de coups bas, de difficultés à assumer, et donc effectivement tout ça s'efface, j'ai envie de dire, dans la douleur, mais presque comme par magie. Moi, l'image que j'ai toujours un peu, c'est ce dépôt de bilan. On était vraiment dans l'état d'esprit d'un proche qu'on a vu longtemps souffrir et qui finit par s'en aller, quoi. C'était un peu comme ça qu'on l'a vécu, c'est un soulagement en fait, quoi. Aussi horrible que ça soit, c'est un soulagement. Donc derrière, effectivement, l'anecdote que moi j'aime bien, c'est que déjà la première journée, le Racing n'a pas d'équipe, donc la Fédé fait la fleur au Racing de pas déclarer forfait, mais de reporter la première journée. Derrière, on part à Forbach, le premier match en amateur, le match mythique. On est, 200, 300, 400 supporters du Racing là-bas, quasi la totalité de l'affluence. Et quand on arrive en bus, on se rend compte que les joueurs sont tétanisés, n'osent pas nous saluer, on comprend pas pourquoi. Et c'est après, avec le recul, qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont 20 ans, qu'ils n'ont jamais eu de public et qu'ils sont effectivement effrayés, quoi, et qu'ils comprennent pas trop comment se comporter, quoi. Donc, ce soir-là, on gagne. Donc, ça reste vraiment une soirée mémorable. Et une autre anecdote que j'ai sur ce soir-là et sur le début dans le monde amateur, c'est que le bus était parti au fin fond de la ville. On a dû marcher au moins 10 ou 15 minutes à travers des ruelles pour le retrouver. Et l'un d'entre nous a discuté avec un retraité, une personne entre 60 et 70 ans, qui était venu le jour-là et qui a dit qu'il n'était plus allé à la Méno depuis Proisy, 20 ans avant, et qu'il serait à la Méno la semaine d'après. Et ça, c'est des messages à ce moment-là qui sont, c'est rien, mais c'est tout, quoi. C'est énorme, quoi. On sent une adhésion au projet, un espoir de renaissance, et un début d'adhésion. Et donc, c'est vrai qu'on repart vraiment de Forbach, gonflé à bloc, en fait. On a gagné 4-0 ce soir-là. Ça faisait peut-être longtemps que ça nous était plus arrivé aussi. Et la semaine d'après, match à la Méno. Et c'est les associations de supporters qui ont nettoyé le stade. L'avant-veille la veille après le vendredi après-midi, la veille et encore le matin parce qu'au fur et à mesure que l'affluence annoncée grossissait,
il y avait pas assez de sièges nettoyés. On a dû retourner le samedi matin. On a nettoyé quasiment 10 000 sièges puisqu'on a fait un peu plus de 10 000 personnes ce jour-là. Record historique en France pour un match de 5e division. Et donc, c'est vrai que quelque part, ça part comme dans un rêve, quoi. On gagne le premier match, des signaux très positifs. On nettoie notre stade nous-mêmes parce que ça n'a pas été fait depuis très longtemps. On gagne le deuxième match à domicile. On bat le record d'affluence en France. Et dans notre stade, parce qu'on n'était pas sûr tout l'été, tu l'as dit avant, d'y rejouer, quoi. Et donc, c'est vrai que voilà, quelques semaines après le dépôt de bilan, tout le monde est à bloc. On va jouer que devant 5-6 000 personnes cette année-là, même si les journalistes aujourd'hui se plaisent à fantasmer qu'il y avait 25 000 personnes déjà en CFA2 à la Méno. Aujourd'hui, les gens réécrivent l'histoire, on était que 5-6 000. Mais 5-6 000 passionnés, 5-6 000 personnes qui aimaient le Racing et qui adhéraient au projet. Et donc, au final, ces années amateurs, j'ai envie de dire, on les a vécues comme dans un rêve, quoi. Et non pas comme une galère. Ouais, mais comment est-ce que tu expliques finalement que ce club mort, avec des joueurs qu'on connaît pas, un projet qu'on connaît pas non plus, brinque-ballant, c'était vraiment du bricolage. Tous la veille, on pouvait penser que ça passerait pas, puis finalement le lendemain, les choses se faisaient. Comment est-ce que ce club a pu renaître de ses cendres? Comment il peut y avoir autant de gens qui finalement ont adhéré, alors que pourquoi ceux qui venaient pas en Ligue 1 sont venus en amateur? On sait toujours plus à dire dans les associations et pour certains à croire, alors que ce n'était pas vrai, que le Racing était une institution en Alsace. Et je pense qu'on a tout simplement vu à ce moment-là que c'était vrai. Je pense que c'est le phénomène déclenchant. Il y en a deux. Le premier, c'est que les gens ont vu qu'ils pouvaient perdre leur club. Quelque chose qui était inimaginable. Beaucoup étaient fâchés, mais aimaient toujours le Racing. Et le fait de voir que ça pouvait tout simplement disparaître, ça a été une prise de conscience. Beaucoup de ces gens-là n'allaient plus au stade, mais suivaient les résultats, suivaient l'actualité, n'y allaient plus, par opposition au comportement des dirigeants du club, aux successions d'échecs, mais toujours suivaient, ils étaient là. Le Racing, on en parle en bien ou en mal, mais le dimanche autour des mains courantes, dans le foot amateur de la région, on en parle toujours, et on en a toujours parlé. Pas dans les mêmes termes, et pas avec le même enthousiasme qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais on n'a jamais arrêté d'en parler. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. Et le deuxième phénomène, c'est ça, c'est qu'effectivement le Racing, en bien ou en mal, on en parle de génération en génération, entre voisins. Alors voilà, moi aujourd'hui, je suis peut-être plus très objectif et représentatif, puisque moi forcément on me parle du Racing, puisque aujourd'hui tout le monde connaît ma passion pour le sujet. Mais j'ai l'impression que le Racing a toujours été, et aujourd'hui plus que jamais, un sujet de conversation pour tous les Alsaciens. Et donc, fort logiquement, quand il a fallu serrer les coudes et repartir, les gens ont répondu présent, quoi. Non, c'est exactement ça. Et puis finalement, moi j'ai aussi, je suis un peu plus extérieur, j'ai aussi remarqué que avec la renaissance du Racing, il y a aussi eu une nouvelle génération qui est montée au brancard et qui maintenant forme le gros finalement des plus motivés, de ceux qui sautent le plus haut et chantent le plus fort. Et c'est des gens qui finalement se sont appropriés le Racing, qui étaient comme eux, bébés, et qui ont grandi avec et c'est vrai que ça c'est un phénomène incroyable. Moi, parce que moi pendant des années j'ai eu la crainte qu'on perde des générations. Les jeunes nés avec le Lyon des années 2000, avec le PSG actuel, qui voyaient un Racing moribond sans intérêt, et je me disais qu'on allait perdre des générations entières de supporters. Et là depuis 2-3 ans, mais comme par magie, le stade s'est rempli de la jeunesse alsacienne. En fait aujourd'hui l'affluence est plus jeune qu'elle n'a jamais été, et ça c'est incroyable en fait, parce qu'effectivement le Racing a pour un bout récupéré son public, mais on a effectivement conquis un nouveau. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'atmosphère n'est plus la même, mais les gens ne sont plus les mêmes. En fait, ce n'est pas que l'état d'esprit qui a changé, c'est aussi la composition du public et l'enthousiasme, effectivement. Et ce public est bien plus enthousiaste que le précédent. La grande question qu'on peut se poser, c'est ce public enthousiasme qui a débarqué au stade depuis 5, 4, 3 ans, répondra-t-il présent lors des prochaines difficultés ? C'est facile aujourd'hui de surfer sur la vague, c'est facile d'être supporter du Racing. Pendant des années, on s'est moqué de moi, et aujourd'hui, j'ai la classe internationale. Moi, je suis toujours le même, j'ai pas changé, j'ai pas oublié le passé non plus. Ces gens-là seront-ils là en plein hiver quand on sera 19e du championnat et qu'on sera passé sur cette dynamique de montée successive qui est aujourd'hui la nôtre ? Voilà, l'avenir nous le dira. Moi, j'ai les mêmes interrogations que toi, et pour revenir à la jeunesse, c'est vrai que moi, je suis aussi très étonné que finalement, le Racing, c'est un aimant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Strasbourg, de l'extérieur de l'Alsace, des étudiants qui viendraient, je sais pas, de région parisienne, de Lyon, de je ne sais où, et qui finalement ont entendu parler du Racing, ou alors vont entendre parler dans les travées de la fac du Racing, et
eh ben, ils vont aller au Racing et finalement, ben, ça va devenir des nouveaux supporters et quand ils repartiront, je ne sais où, eh bien, ils repartiront avec cet amour du club parce que c'est un club qui est, je crois que tout le monde dira que mon club il est spécial, mon club il est mieux, mais nous c'est vrai. Mais nous c'est vrai, exactement. Et ça fait toute la différence. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux peut-être nous parler en 2 mots du derby? Enfin, finalement, c'est un autre monde, l'amateurisme. Avant, le derby, c'était contre la grande ville qui est à 200 km. Là, le derby, c'était contre la petite ville qui est dans les faubourgs de Strasbourg. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça et comment les déplacements, tous ces changements, comment est-ce que toi, tu les as vécus? Bah moi, je les ai vécus. C'était d'abord économique. C'était très économique pour toi. Économique, en jour de congé et financièrement. J'ai pris mes plus longues vacances après la NCFA 2 puisque j'avais pris 0 jour de congé de toute la saison. J'ai pu partir l'été, ça m'est pas arrivé souvent. Et comment j'ai vécu ça? Mais moi avec beaucoup de plaisir, hein, je le redis parce que effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est débarrassé de toutes les contraintes, j'ai envie de dire internes au Racing. Mais on s'est aussi débarrassé de tout le poids sécuritaire, policier, ces lois abusives, ces règlements stupides, ces stadiers petits chefs qui viennent déverser leur frustration de la semaine sur les supporters le week-end en tribune visiteur. On s'est débarrassé de tout ça et ça a fait un bien fou en fait. Donc faire un déplacement en tram à Schiltigheim, à 300 dans un tram affrété spécialement par la ville de Strasbourg, c'était nouveau, c'était rafraîchissant. Ça n'avait pas vocation à durer 10 ans parce que ça aurait pas amusé les gens pendant 10 ans. Mais voilà, vivre ces quelques années, ça aurait été une parenthèse. Moi, je parle toujours de parenthèse enchantée, en fait, pour le monde amateur, quoi. Bah justement, est-ce que tu regrettes le temps de l'amateurisme? Parce qu'on fait aussi le parallèle. Alors là, je voudrais faire plutôt le parallèle avec les fans du PSG pré-Qatari, qui, un certain nombre disent, nous, on préférait le PSG d'avant, parce que on gagnait moins, c'était plus difficile. Mais c'était notre club. Là, on a un peu l'impression que c'est moins notre club. Est-ce que toi, tu as une forme de regret, une forme de nostalgie de l'amateurisme? Absolument pas. Et je pense que la situation n'est pas comparable avec les supporters du PSG parce que eux, c'est pas que c'est plus tout à fait leur club, ils ont perdu leur club. Le PSG, il est mort aujourd'hui, tout le monde parle du Qatar Saint-Germain et voilà, autant c'est moqueur, c'est narquois et voilà, on adhérera ou pas, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le PSG est devenu un enjeu géopolitique et plus un club de sport. Et 12 000 personnes ont été chassées à leur arrivée pour quelques centaines d'individus. Est-ce que c'est ça la notion de justice? Est-ce que c'est ça le sport? Est-ce que c'est ça le fair play qu'on colle sur les maillots et dont on nous bassine à toutes les coupes du monde, à toutes les coupes d'Europe pour finalement traiter les gens comme ça? C'est ça le football. Maintenant, le football, c'est devenu un business et le PSG, c'est l'étendard de ce business. Et moi, c'est le foot que je vomis en fait. Ça paraîtra peut-être violent, mais c'est exactement ça. Moi, le PSG, sans rien avoir contre les supporters parisiens, mais c'est l'archétype de tout ce que je déteste dans le football. Et aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question, mais je pense que si j'étais parisien, si j'en avais été capable, je serais passé à autre chose. Après, rien ne dit que j'en aurais été capable. Et donc, t'as pas vraiment une forme de nostalgie pour l'amateurisme. Finalement, t'es content d'être dans ton air, t'es content d'être passé par là. On a toujours su, et c'était la schizophrénie de la démarche, c'est que c'était génial, mais ça ne pouvait durer qu'un temps. Le Racing avait vocation à remonter en première division, où cette euphorie retomberait et le club tomberait dans l'anonymat. Donc on savait dès le début que ça, aussi génial que c'était, ça ne pouvait pas durer. Et c'était la schizophrénie, c'est qu'en fait on se battait pour retourner quelque part où sous plein d'aspects on n'avait pas envie d'aller. D'accord. Mais on savait que c'était vital, donc on se battait pour quand même. Ok, on va parler maintenant de l'organisation des supporters et pour ça je cède la parole à Tom. Oui, parce que alors tu es vice-président de la fédération des supporters du Racing, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors en fait je voulais t'expliquer un petit peu ce que c'est que la fédération des supporters, à quoi ça sert et comment ça fonctionne un petit peu aussi. Alors historiquement, moi je suis membre des Ultras, les UB90 depuis 2000. J'en ai été responsable de 2002 à 2006. J'ai été plus en retrait ensuite, même si je suis toujours resté membre. Et effectivement, je suis remonté au créneau dans les années 2008-2009, quand le club commençait à tanguer sérieusement et risquait de mourir. On s'est retrouvé en 2009-2010 dans la situation la plus dingue possible, avec un actionnaire qui s'était fait rouler et qui, pour se venger, saccageait le club volontairement. Autant des tas de clubs ont été victimes de l'inconséquence de leurs dirigeants, autant nous, il est arrivé, le mec il faisait exprès quoi. Donc là, c'est là que ça devient complètement paranormal notre histoire. Et donc forcément on est rentré
Quand je dis on, c'est les quelques dizaines de supporters actifs qui restaient à ce moment-là, hein, parce qu'on est, comme je le disais avant, on est très loin de ce que peut raconter la presse aujourd'hui. On était encore quelques dizaines, hein, le COP c'était encore 150, 200 personnes les soirs de match, les responsables investis, on se comptait sur les doigts de la main. Et c'est vrai que moi je suis remonté au créneau à ce moment-là parce qu'il fallait sauver le Racing et que pour moi c'était pas imaginable de faire autre chose. Et donc on s'est réunis, toutes structures restantes. J'entends par là les associations de supporters qui avaient encore un peu de vie. J'entends par là des communautés virtuelles, des sites internet. Bref, tout ce qui bougeait encore un petit peu autour du Racing. Hein, et l'enjeu a été comment lutter contre les dirigeants, comment sauver le Racing. Et en fait, après quelques mois d'échanges, de travail, de communiqués, de rédaction de livrets sur l'historique de tout ce qui allait mal depuis 1 an pour mettre les dirigeants en défaut dans la presse, faire venir les huissiers au stade pour faire constater des choses anormales, toujours dans une optique de lutte, enfin voilà, de coups de pression divers et variés dans un sens comme dans l'autre, voilà, et ben il en est sorti la fédération des supporters, quelque chose de positif. Donc c'est vrai qu'on part d'une idée négative qui est de lutter et de se battre, et au final l'union est restée, la Fédé a été fondée, et la Fédé elle a différents enjeux. La première, c'est de créer un espace de dialogue pour toutes les forces vives autour du Racing, pour justement tirer les leçons du passé, ne pas retomber dans les mêmes travers, également au niveau supporter, et maintenir le dialogue. Donc elle a aussi pour vocation d'essayer de fédérer tous les supporters qui ne se reconnaissent pas dans les structures existantes, mais sans jamais faire d'ombre à ces structures qui devraient rester prioritaires. Aujourd'hui, il arrive des fois que des gens se cartent chez nous et atterrissent dans une autre assos 1 ou 2 ans après. On ne se bat pas contre ça, c'est notre vocation. Une vocation aussi à occuper tous les espaces délaissés par les associations, mais aussi et surtout par le club. Mise en valeur de l'histoire, animation de la culture déplacement, soit déplacement grand public où il n'y a pas forcément assez de capacité logistique, et là du coup nous on se déplace, on organise également des bus, donc et la mise en valeur d'histoire c'est quoi? C'est par exemple une quête pour faire poser une plaque dans la rue dans laquelle le club est né en 1906, là où les premiers gamins jouaient au ballon. C'est l'organisation en 2011, juste après le dépôt de bilan, d'un match de gala pour fêter les 60 ans de la première Coupe de France du Racing. On avait réussi à réunir 400 personnes, c'était énorme avec nos moyens amateurs. On a fait le match de gala, mais ce jour-là on a aussi fait un tournoi intersupporter et on a fait un cocktail après pour réunir tout le monde, pour passer un bon moment, tenir les discours. Et voilà, cette notion de raviver la flamme à ce moment-là. Donc voilà, c'est plein d'actions, mais on n'est pas actif au stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas de drapeau, on n'a pas de bâche, on prend ça, c'était bien fait, c'est mieux fait que jamais, c'est pas notre vocation. Donc la Fédé, c'est ça, c'est un espace de dialogue, c'est boucher les trous, c'est créer du lien pour être différent et ne pas tomber dans les travers de plein d'autres tribunes et stades français où effectivement il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de problèmes. On essaie de se positionner sur ce créneau pour éviter ça à Strasbourg. Et du coup, quelle est la place d'après toi, ou l'importance de cette fédération dans justement l'engouement qu'on disait dans le monde amateur encore du Racing? On n'est pas en première ligne sur cet engouement, hein. C'est clair, c'est le boulot des dirigeants, des joueurs, c'est la reconstruction, c'est les victoires qu'on crée cet engouement. Par contre, le rôle qu'on a joué, c'est qu'on a contribué à structurer les activités associatives et donc, justement, je disais, à offrir des bus pour que les gens puissent se déplacer, à aider les associations à traverser cette période en filant des coups de main et en contribuant à entretenir la flamme. Donc on est plus sur un deuxième niveau où on a donné des moyens pour permettre à cette ferveur non pas d'exister mais de se manifester de la meilleure des manières. Ok. Et alors, une question, donc il y a pas mal il y a différentes associations de supporters au Racing, donc qui sont regroupées dans la fédération. Elles le sont presque toutes. Oui, d'accord. En fait, a priori, de l'extérieur, on pourrait se dire, il y a un club, il y a des supporters de ce club. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule association de supporters? En quelques mots, peut-être... c'est très simple, en fait. C'est pour la même et bonne raison qu'il est très difficile de partir avec ses grands-parents en vacances, quoi. C'est que on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas... Donc voilà, aujourd'hui, les associations, elles ont des mentalités. C'est ça que souvent les gens n'analysent pas. Ils voient un supporter, c'est quelque chose d'unique et de prédéfini. Non, un supporter, c'est un jeune, c'est un plus âgé, c'est quelqu'un de militant ou c'est quelqu'un
quelqu'un de plus passif, c'est quelqu'un qui a des convictions ou pas sur certains sujets, c'est quelqu'un qui a envie de se battre pour des sujets comme par exemple faut-il construire un nouveau stade ou rester à la Méno, faut-il que la tunique réponde à des codes précis ou pas, faut-il toucher au logo ou pas, faut-il accepter que le club fasse une animation avec un stade tout rose pour un match ou pas. Donc voilà, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions, mais il y a des sensibilités, des affinités et les associations, elles répondent à ces différents publics. Très bien. Et du coup, est-ce qu'elles sont regroupées comme dans une même tribune à la Méno? C'est toutes ces associations de supporters. Alors, tous les supporters actifs, oui. J'entends okay. par là les gens qui chantent, qui font des tifos, qui agitent des drapeaux. Il y a une seule tribune, contrairement à beaucoup de stades où les copes plus ou moins gros se démultiplient au détriment de l'ambiance. À Strasbourg, il n'y a qu'une seule tribune. Il y a toujours eu un seul groupe moteur là-dedans. En l'occurrence, les UB90 et les autres sont suiveurs sur le côté ambiance. Par contre, après, effectivement, la fédération ou d'autres associations plus familiales ont des gens adhérents dans tout le stade. Ok. Et du coup, donc c'est les UB90 qui gèrent les chants, dans la tribune. Ok. Et alors ça c'est une question très pratique. Parce que la Méno, moi, ce qui m'a fait aimer la Méno, c'est vrai que c'est les chants des supporters, enfin l'ambiance. Et je me suis posé une question pratique. Comment ça se passe sur les chants? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous précisez avant l'ordre des chants? Parce que ça s'enchaîne pratiquement, un rythme assez soutenu. Est-ce qu'il y a une liste prédéfinie, un ordre? Est-ce que ça varie selon les matchs? Aujourd'hui, les leaders au niveau des chants, c'est ce qu'on appelle les capos, de chef en italien, et non pas avec un K comme certains esprits mal intentionnés aiment à le faire croire. Et donc, c'est eux qui sont à la baguette, c'est eux qui décident de l'ordre, du rythme. Ils ont un vrai rôle de chef d'orchestre, et donc, en général, ils sont au nombre de 2, ils se relayent. Et ça repose entièrement sur leurs épaules. D'accord, donc c'est eux qui gèrent tout ça en autonomie. Oui, et puis un bon capot s'adapte au match, s'adapte à ce qui passe dans la foule à ce moment-là, et c'est justement là toute la différence entre un bon et un mauvais capot, c'est cette capacité à s'adapter à l'instant présent et au match en question, quoi. Okay. Et le profil du capot, est-ce qu'il y a un profil le profil, c'est quelqu'un de très investi dans un groupe ultra, charismatique, qui se déplace aussi beaucoup, parce que le capot doit aussi être présent à l'extérieur. Et donc voilà, un capot, c'est un ultra très investi, et puis qui a les caractéristiques et la voix pour tenir ce rôle. Qui a une grosse voix, exactement. Préparer un match à domicile, pour toi, quelles sont les étapes? Comment est-ce que tu prépares un match? Un match à domicile? Ouais. Un match à domicile aujourd'hui, pour moi, c'est une sortie familiale. D'accord. Je n'ai plus beaucoup de responsabilités mais les dans autres, le match. En fait, un groupe, ça va déjà dépendre s'il a un local ou pas. Les groupes qui ont des locaux, ils vont se réunir avant, ils vont manger, boire un coup avant le match. Ils vont peut-être préparer une animation. Une partie d'entre eux va rentrer en avance, proposer la bâche, installer la sono, disposer les drapeaux dans la tribune, peut-être installer la table où les gadgets sont vendus. Donc voilà, c'est toute une logistique en fait. Et effectivement, un match commence quelques heures avant, voire en cas de grosse animation, peut commencer tôt le matin et s'étaler sur toute la journée la préparation du match. Comment t'organises et tu prépares les déplacements des supporters et quelles sont les difficultés, justement, on en a un peu parlé, pour les déplacements? La première difficulté, c'est l'incertitude sur la date exacte qui nous contraint, que ce soit moi à titre personnel ou au niveau associatif avec les compagnies de bus, à rien pouvoir vraiment figer sous 3 semaines, voire dans certains cas 2 semaines avant. Donc ça, c'est quand même extrêmement contraignant, quand vous arrivez au mois de mai, que toutes les compagnies de bus sont saturées parce qu'il y a les sorties scolaires, les retraités qui vont prendre le soleil à droite à gauche, etc. Et que vous, 15 jours avant, vous connaissez pas la date, et la réalité, c'est qu'à la fin, vous avez juste plus de bus en fait. Donc ça, c'est vraiment la contrainte la plus forte. Après, c'est de la contrainte majeure. Après, le reste, c'est de l'organisation, c'est du travail, mais c'est pas des contraintes, quoi. D'accord. Après, oui, j'oublie un bout, c'est les arrêtés préfectoraux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le petit cadeau surprise qu'on a vraiment redécouvert avec notre retour dans le monde professionnel, c'est qu'aujourd'hui, les préfets qui veulent organiser des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques et des événements internationaux, dans certains cas, ne sont pas capables d'assurer la sécurité de 50 supporters visiteurs dans un stade de Ligue 1. Donc souvent pour des motifs les plus farfelus, même ces derniers temps, ils ne sont même plus forcément la peine de donner des motifs. Ça, c'était il y a 3-4 ans qu'ils inventaient des motifs, maintenant ils n'en donnent même plus, ils actent la décision. Et donc ça, c'est vrai que c'est encore une contrainte supplémentaire, puisque ça, souvent, ça tombe même la veille. Donc là, vous avez galéré pour trouver le bus, vous avez rempli le bus, et la veille, on vous dit soit que vous n'avez plus le droit d'y aller du tout, soit que c'est limité au bus, et tous les gens qui ont décidé d'y aller autrement, ils se retrouvent avec les billets d'avion, les hôtels, les billets de train réservés, et plus le droit d'y aller. Et donc oui, ça c'est une contrainte effectivement encore beaucoup plus forte que le délai de fixation du match.
D'accord, maintenant on va passer aux ultras. Est-ce que tu peux nous redéfinir ce qu'est un ultra et comment on distingue les ultras des autres supporters? Pour moi, un ultra, la définition première, c'est que c'est un supporter militant. C'est pour moi ce qui différencie le supporter ultra d'un autre supporter, c'est qu'il est militant. Il a une vision des choses qui lui est propre. Une vision, qu'est-ce que j'entends par là? C'est une vision extrémiste des choses. Il faut pas entendre ça en termes politiques. Des ultras, il y en a de droite, de gauche, et beaucoup qui s'en foutent complètement de la politique aussi. Donc c'est un milieu apolitique, ça serait faux, mais multipolitique avec des tendances très diversifiées. Donc réduire les ultras à une tendance ou à une autre, ça serait faux et stupide. Mais c'est quelqu'un de militant. Et j'en parlais tout à l'heure. Bah voilà, c'est sur le fait de défendre l'histoire du club, d'empêcher les dirigeants de changer un logo, d'empêcher les dirigeants de jouer en rose, en vert ou que sais-je, alors que les couleurs historiques sont le bleu et blanc. C'est le fait de s'opposer à des dirigeants qu'on va juger néfastes au club. Hein. On en parlait avant, la période 2008, 2009, 2010, la création de la Fédé. Voilà, il n'y avait pas que des ultras, mais les plus investis et les plus engagés dans ce combat, c'était les ultras. Parce que justement, ils ne voient pas le Racing comme une occupation de quelques heures le jour du match. C'est une passion quotidienne. Les ultras, c'est des gens qui vont rentrer de déplacement et qui 3 heures après vont mettre un réveil pour aller préparer l'animation parce que la semaine d'après il y a un gros match en retour de déplacement et que l'animation n'est pas finie. C'est des gens qui vont avoir une vie associative très développée, souvent en tenant un local qui fait office de bar. C'est des gens qui vont aller voir des matchs ailleurs, non pas pour le foot mais pour la passion des tribunes. Et en fait un ultra c'est toujours un passionné de foot au départ, mais c'est aussi un passionné des tribunes. Du fonctionnement des tribunes, de l'actualité des tribunes. Et souvent, cette passion va prendre le pas sur le foot. C'est complètement mon cas. Je vous le disais tout à l'heure avant qu'on commence, je ne regarde pas un match de foot de la saison à la télé. Parce que concrètement, je m'en fous en fait. Et pourtant, je suis arrivé au stade parce que je regardais tous les matchs, parce que je regardais l'équipe de France, que j'adorais le foot, que je jouais au foot quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, pour moi, la dimension, on va dire... la dimension immatérielle a pris très largement pas sur le football en tant que sport et surtout avec ce qui est devenu le foot, c'est-à-dire plus un sport mais un business. Et ça fait complètement partie de l'aspect militant des ultras, c'est de lutter contre toutes ces dérives mercantiles du sport. Et c'est là que souvent on arrive à des situations qui sont assez ubuesques. C'est qu'on va décrire le supporter et en particulier l'ultra comme le fléau du foot, le danger, l'aspect néfaste, alors que et des incidents il peut y en avoir, on va pas se mentir, mais l'ultra c'est aussi celui qui va militer pour un football populaire, des tarifs accessibles à tous, qui va dénoncer les dérives des dirigeants du foot. Alors moi aujourd'hui je pose la question, le voyou c'est qui? C'est celui qui des fois un peu bourré va faire une connerie et il va dégénérer quelques incidents, ou est-ce que c'est des gens qui vont attribuer une Coupe du Monde en plein désert pour climatiser des stades au détriment de la vie de dizaines de milliers d'ouvriers dont on ne saura jamais officiellement combien sont morts? C'est qui le voyou en fait? C'est le dirigeant du foot mondial ou c'est le supporter de base qui veut vivre sa passion en toute tranquillité sans qu'on lui impose des tas de contraintes? Donc voilà, la question est posée, mais bon, pour moi la réponse est dans la question, quoi. Faut juste poser le débat correctement. Bon, il y a une phrase que j'adore, c'est le football inventé par les pauvres, volé par les riches. J'ai vu ça, alors je sais pas quelle est l'origine, j'ai vu ça dans une banderole dans un stade marocain, je crois. Et voilà, et bon, j'aime pas l'aspect opposer les pauvres aux riches parce que pour moi le foot c'est pas ça non plus, mais quelque part voilà, c'est quand même moi je traduirais plus ça par inventé par le peuple et volé par les instances dirigeantes en fait, quoi. Et ça me semble très vrai dans la situation actuelle. Et donc là, cet aspect militant des ultras, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les ultras en Europe, ou est-ce qu'il y a quand même des... Oui, c'est une base commune. Alors après, chaque pays aura ses spécificités, chaque pays aura ses histoires, chaque pays aura aussi son ancienneté, parce que la culture ultra, c'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps. On a, même si certains jeunes aiment à le croire, on ne naît pas ultra. On enrichit de son propre parcours, sa vision des choses, son côté militant. En voyageant, on voit comment ça se passe ailleurs. Moi, j'ai été fortement influencé par ce qui se passait à Karlsruhe, où j'étais abonné pendant 4 ans à l'époque. Donc voilà, c'est sûr que fréquenter les ultras dans notre pays, c'est pas pareil, mais ça enrichit le débat, ça fait évoluer son propre jugement. Et donc voilà, ultra, c'est aussi une culture qui évolue. Le mouvement ultra français n'a plus rien à voir avec le mouvement ultra français il y a 20 ans. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période, il n'y a pas de vérité ou de fausse vérité. Ben voilà, les choses évoluent dans le temps. Par contre, des préceptes demeurent, quoi. L'engagement, la fidélité à toute épreuve, le chant, l'animation, voilà, ça reste des bases communes partout.
Et quelle était peut-être la différence la plus marquante que tu as pu voir à Karlsruhe par rapport au Racing, donc sans généraliser, mais du coup un club allemand par rapport à un club français? Alors bon, moi je vais plus à Karlsruhe depuis 10 ans maintenant, mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que à Strasbourg, il y a 15 ans, les ultras étaient le moteur et à la base de tout en termes d'ambiance. En Allemagne, à ce moment-là, c'était un mouvement naissant qui cherchait à se faire sa place dans une culture supporter très dynamique et très active. D'accord. Et donc on était sur on prenait le bout complètement par l'autre côté en fait. Okay. La culture supporter en Allemagne, en 2 mots, comment est-ce que tu pourrais la définir? L'Allemagne, c'est le pays du football. L'Allemagne, c'est un pays qui fait 42 000 personnes en 3e division la semaine dernière, avec 6 000 visiteurs pour un match à 400 km d'écart, hein, c'était pas un derby quoi. Donc l'Allemagne, c'est une ferveur incroyable. L'Allemagne, c'est surtout le pays qui a su concilier par certains côtés nécessaires, impératifs économiques, et l'accessibilité à tous, des tribunes debout, une ferveur populaire. L'Allemagne, pour moi, c'est le pays qui a réussi aujourd'hui, c'est le seul pays qui a réussi à concilier le football pour tous. Et quand on parle de modèle anglais, en ayant fait une sélection par les prix, avec on ne trouve plus une place en dessous de 100 € en première ligue, on peut plus parler de football, on parle plus de sport populaire, on parle plus de passion, c'est plus qu'un business. En Allemagne, c'est pas comme ça. Il y a une ferveur et on rencontre moi ce qui me choquait les premiers déplacements en Allemagne, on voit en tribune visiteur pour un match à 400-500 km un gamin de 12 ans qui s'est déplacé avec son grand-père quoi. Voilà, parce que sûrement que le papy ça fait 50 ans qu'il suit son équipe quoi. Ça en France ça n'existe pas quoi. On en a parlé dans un précédent podcast en fait c'est peut-être lié au rôle, à l'organisation des clubs aussi qui sont du coup en association, qui sont obligés d'être en association avec. Pour l'instant. Parce que c'est menacé. Voilà, donc c'était menacé, donc c'est pas mal que tu donnes ton avis là-dessus sur il y a des aspects économiques donc on avait pas mal abordé sur pourquoi est-ce que c'est important, quelle est la vision économique de ce modèle d'association, mais c'est vrai qu'il y a le côté de l'ambiance et de l'investissement des supporters aussi. Mais il y a une culture associative dans le grand public allemand qui n'existe pas du tout en France. Et c'est un des défis de la Fédération des supporters à Strasbourg, avec cette base populaire forte, c'est de créer cette culture en fait. Ça fait des années qu'on y travaille, il y a encore beaucoup de boulot, mais si on a un local, si on l'ouvre à tous, c'est justement parce que petit à petit, année après année, en surfant actuellement sur les résultats, on espère donner une dimension associative. Parce que pour moi, la dimension associative, c'est avec garantie de fidélité. Faut pas se leurrer, si moi fin des années 90 et courant des années 2000 j'ai traversé tout ça, c'est parce que j'allais rejoindre la bande quoi, et que voilà on était ensemble et on n'avait pas que le foot, on n'avait pas que le résultat, et donc c'est ce qui permet aussi quand on organise sa vie autour, qu'il y a autre chose que le match, c'est ce qui permet de durer dans les périodes difficiles. Oui, tout à fait. Et puis ce qu'on avait quand même évoqué, c'est qu'avec le modèle d'association, le supporter peut avoir son mot à dire dans l'organisation même du club. si c'est symbolique, ce qui est important, c'est pas tant que le supporter ait son mot à dire ou pas, c'est que personne ne peut prendre le club. Ouais. Il n'y a pas de dirigeants privés qui vont arriver et tout changer. Même si Red Bull a réussi à contourner la loi en Allemagne dans 2-3 cas, et ils le payent très cher parce qu'ils sont quand même extrêmement mal accueillis dans tous les stades allemands parce que les gens ne l'acceptent pas. Et c'est toute la force de l'Allemagne en fait, c'est qu'il n'y a pas 50 ultras dans un coin qui contestent. Les gens n'acceptent pas cet état de fait quoi. Il y a une règle, le football allemand est associatif, une entreprise internationale privée a réussi à contourner la règle et les gens le contestent, les gens l'acceptent pas. Alors oui, les ultras sont moteurs dans cette contestation et sont les plus virulents, mais ça a une vraie contestation et ça a une base populaire. C'est pas juste quelques illuminés dans un coin qui contestent ça quoi. Et c'est toute la force de l'Allemagne quoi. Parfait, on va passer à l'instant impact, boum. Donc moi j'avais une question à te poser sur les tribunes debout. Donc toi tu milites je suppose pour les tribunes debout. Il faut savoir qu'à Strasbourg les ultras ils sont dans une tribune assise mais ils sont debout. Donc au nom de la sécurité, en France il faut être debout sur un siège avec dossier. Voilà. Un des nombreux paradoxes qui illustre bien la stupidité des dirigeants du football actuel. Voilà. Avec un nombre d'accidents conséquents, c'est pas juste anecdotique, des foulures, des tibias en sang, des accidents plus graves à l'échelle du pays, il y en a tous les week-ends. Évidemment que quand plusieurs centaines ou milliers de personnes sont debout dans une tribune avec des dossiers et qu'il y a un but, il y a des blessés. C'est évident. Ça fait 20 ans que ça dure et au nom de la sécurité, ça perdure. Voilà, bien, félicitations à nos instances. On a félicité beaucoup de gens, mais en voilà d'autres, des félicitations. Donc moi, je voudrais évidemment aussi saluer tous les ultras de Montréal, les 1642 Montréal, les ultras Montréal, Impact LGBT, les Liudovica. Et on va passer au coup de gueule, coup de griffe. Alors moi, mon coup de gueule, il est simple. C'est évidemment les difficultés des supporters pour les déplacements, tout ce dont tu as parlé.
Est-ce que toi tu as un coup de griffe, J'aurais un coup de cœur plutôt, ouais, parce que alors on parlait tout à l'heure des non Strasbourgeois qui arrivent à Strasbourg et qui vont devenir supporters. Moi je suis pas de Strasbourg au départ et j'ai découvert, je suis allé voir le premier match à la Méno, c'était en CFA je crois, ils étaient en CFA2 et j'étais l'ambiance et puis et surtout au-delà de l'ambiance donc qui a monté aussi avec les années les montées de division, ce côté j'ai trouvé positif. Même moi je suis en tribune latérale mais souvent, mais les gens ont plutôt une vision positive du match. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est positif, ça donne envie de revenir. Alors que j'ai fait d'autres clubs en France où même il y avait des commentaires négatifs sur sa propre équipe très rapidement dès que ça allait pas, alors même que l'équipe était clairement pas favorite. Et je trouve qu'à Strasbourg je ressens pas ça, je trouve vraiment quelque chose qui te donne envie d'aller au stade en fait. C'est tout nouveau, hein. Le public de la Méno a toujours réputé pour être fervent mais très dur avec son équipe. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui ont grandement changé ces dernières années. Ou alors peut-être que la critique est disons que c'est une critique constructive peut-être que moi j'ai pas ressenti ailleurs. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, je suis d'accord. C'est vraiment nouveau. Je suis arrivé au bon moment. Est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de griffe? Non, moi c'est plus toujours le même message effectivement, c'est qu'il faut pas accepter le football, faut pas accepter ce que le football est en train de devenir. Voilà, faut pas accepter les situations injustes, faut pas accepter les lois débiles, il faut pas accepter les états de fait qui n'ont pas de sens. Donc moi j'incite toujours tout le monde à lutter contre ça à son échelle, hein. Il faut pas prendre des risques, il faut pas se mettre en danger, il faut pas créer de problèmes là où il y en a pas. Par contre, effectivement, au moins philosophiquement dénoncer toutes les dérives du foot actuel. Parfait, bien merci Grégory pour ta participation au podcast, c'était très intéressant. Félicitations pour ce parcours, pour tout ce que tu as fait pour notre club. Je vous recommande bien sûr de vous procurer le livre de Grégory. Le plus simple, c'est de se le procurer directement auprès de lui. Son compte Twitter, c'est Greg Strass, donc @GREGSTRAS, ou de prendre contact avec lui grâce à son adresse email 9xletour@gmail.com. Merci au Cannes Football Club d'accueillir le podcast. Merci aussi à Tom de m'aider. Abonnez-vous au podcast qui sont disponibles sur la plateforme Cannes Football Club Plus, au compte Twitter. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis et me poser des questions, rebondir sur le podcast. Mon Twitter, @MRFOOTDEFOOT. Pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien, qui est mon plus grand et mon meilleur fan. Et je dédicace aussi ce numéro de Sur la ligne à Agathe, la plus jeune supportrice du Racing en Amérique du Nord. Allez Racing! Allez Racing!